les ateliers nouveaux. En réalité, nous voulons dire merci à la princesse Marie-Thérèse Altermat-Nassim, qui est une très grande leader, très grande dame, et qui a toujours été là pour les marins de la République, parce qu'elle estimait qu'il fallait absolument que les leaders de la diversité, les enfants de la diversité, s'engagent politiquement. Donc, avant d'aller plus loin, chère Lydie, pourrais-tu nous faire l'honneur de nous accueillir, s'il te plaît? Sous vos applaudissements, je vous prie. Merci Marie-Thérèse. Merci Joyce. Bonjour à toutes et à tous. Et soyez les bienvenus. Je vous représente encore les excuses pour ce retard. Nous sommes ici à l'hôtel de ville, dans l'auditorium, pour vous accueillir pour le Parlement international des femmes leaders afro-européens. C'est un mouvement qui promeut le leadership, qui est très important, et surtout le leadership des femmes afro-européennes. Pourquoi ce leadership? Pourquoi nous avons besoin d'en parler? Parce que très souvent on se dit, ah ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Non. C'est pour enlever ces barrières qu'on nous met et que nous-mêmes aussi nous mettons. C'est pour cette raison que nous allons en parler aujourd'hui, principalement des financements, ce qui nous manque très souvent, et également honorer les grandes personnalités qui sont là, pour nous montrer l'exemple, pour dire que si eux ils ont fait ça, eux ils sont arrivés, nous aussi nous pouvons le faire. Un grand merci à Josh Otto qui a accepté d'organiser dans cet espace et avec tous les intervenants. Merci à la mairie de Paris de nous accueillir. Merci à la délégation de l'Outre-mer et merci à M. Pierre Thomas qui a accepté de nous ouvrir les portes de l'hôtel de ville. Et une petite pensée au nouveau maire de Paris. Ce n'est plus une femme, hein, c'est un homme maintenant. Donc nous souhaitons la bienvenue et un très bon mandat parce que Paris, c'est la ville la plus difficile et la plus facile du monde. Je suis Marie-Thérèse Altermat, femme politique. Je suis dans l'économie et je suis dans l'entrepreneuriat depuis des années. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous et je crois qu'on va passer un très bon moment. Je vous souhaite encore une très bonne soirée et bonne conférence. Merci. Merci princesse. Alors, ensemble, nous sommes là pour dire quelque chose, pour dire que, en fait, le réseau que nous avons créé, c'est le First Ladies Afro-European Promotional Caucus. En fait, c'est un caucus de First Ladies, de femmes leaders. Alors, depuis plus de 10 ans, nous, First Ladies et Boss Leaders, nous déclarons la métropole du Grand Paris Express capitale économique et culturelle du leadership féminin afro-européen. En fait, c'est le pari que nous nous sommes donnés. Pourquoi donc? Nous nous sommes donné ce pari parce que, en fait, il n'est plus faste d'épiloguer. Il n'est plus faste, en fait, de critiquer. Il n'est plus faste de parler de féminicide. Nous devons, en fait, nous lever afin de développer des intelligences partenariales. Intelligence partenariale, ça signifie reconnaissance de l'autre. Intelligence partenariale, ça veut dire aussi gouvernance collaborative. À savoir, j'ai créé une entreprise, je n'en ai pas l'expertise, je n'ai pas fait ces études-là, mais les circonstances m'ont permis de pouvoir le développer. Et il y a quelque
quelque chose qui se passe, c'est que les femmes leaders, en fait, ploient sous le syndrome de l'imposteur. Chaque fois que l'on demande à une femme leader de monter sur un podium, de représenter en fait son entreprise ou de mener un combat, elle vous rappelle qu'elle n'aime pas la lumière. Mais si elle n'aime pas la lumière, qui est-ce qui va redessiner les contours économiques, scientifiques, culturels, technologiques en fait de ce monde? Depuis pas mal d'années, vous voyez, le monde en fait ploie sous d'abord la pandémie, ensuite les guerres. Mais ce sont les femmes qui ont accouché ces enfants, n'est-ce pas? Et quel est donc leur avis? Comment se lève-t-elle? Voyons que depuis pas mal de temps, à Paris, n'est-ce pas, en fait, la francophonie, je dirais la diversité, je parle aussi d'une diasporature, n'est-ce pas, s'élever pour pouvoir se déployer dans l'événementiel. Mais l'événementiel, c'est un départ pour un jeune professionnel. L'événementiel, n'est-ce pas, qui occupe tant de journées, ce n'est pas cela, ce ne sont pas des chantiers. En fait, ce ne sont pas des institutions, ce ne sont pas des bâtiments, ce n'est pas le changement. Nous pensons qu'aujourd'hui, si, n'est-ce pas, nous faisons le pas, celui de nous lever, pour pouvoir nous donner la main, mais en nous reconnaissant d'abord, en donnant à chacun, à chacune, la possibilité de pouvoir travailler, exercer, pas parce qu'il aura fait un événement, ce n'est pas l'événement qui promeut votre travail, c'est cette chaîne lobbying, c'est ça. Et pour pouvoir le dire, nous avons pensé qu'il serait intéressant de commencer par une conférence de presse. En fait, une micro-conférence de presse, pourquoi? Parce que sur cette plateforme de leadership, nous avons quelqu'un de remarquable, le président Lanciné Camara, qui a été de toutes les guerres et qui a essayé à sa façon de pouvoir en fait éveiller les consciences. Nous avons pensé qu'il était intéressant de pouvoir mettre sur pied en fait une newsroom, Africa Newsroom, qui permettrait, n'est-ce pas, aux communicants de rencontrer les journalistes et les entrepreneurs, de telle manière que ceux-ci, en fait, ne souffrent plus, en fait, de plafond de verre. On a tellement parlé, on a beaucoup parlé de ce plafond de verre, mais lorsqu'on en parlait, on pensait souvent à l'extrême droite, on pensait souvent à tous ces grands dirigeants, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous ayons les commandes des médias, et patatras, nous ne reconnaissons pas les autres, ceux qui font, ceux qui innovent, ceux qui parlent peut-être un peu mieux que nous, ceux qui décident mieux que nous, ceux qui construisent mieux que nous. Mais ils sont nos collaborateurs, en fait. Ce sont des binômes ou des trinômes. Ce ne sont pas des ennemis. Alors, sans plus tarder, cher président Lanciné Camara, nous avons l'honneur de vous accueillir parmi nous pour cette newsroom qui va durer 30 minutes. Et à ses côtés, quelqu'un de merveilleux, d'illustre, un mathématicien qui est aussi expert en souveraineté, en défense et en politique. Je voudrais parler de M. Simon Telgar. Et nous avons également un banquier avec nous qui a traversé le monde et qui a choisi, n'est-ce pas, de quitter ses tentes au Canada. Je voudrais parler de M. Jean-Claude qui a écrit sur le peuple noir, de la décadence à l'excellence. Alors ils vont nous parler, ils vont nous dire ce lobbying stratégique, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est un front de verre? Lobbying ou aparté professionnel? Comment renouveler les imaginaires transculturaux? Quelle projection transgénérationnelle? L'excellence prônée est-elle juste événementielle? Quel levier? Quels outils? Quelle industrie sociétale? Image de marque? Bienveillance? Fiabilité? Posture? Mentorat? La parole. Merci. Très bien. D'abord, ça va? Je suis très fier, très heureux d'être avec vous en ce moment difficile, mais des moments pleins d'espérance. Retenez bien, nous vivons dans un monde difficile, avec toutes les guerres que vous voyez, des crimes contre l'humanité, commis par des hommes d'État qui finalement se comportent beaucoup plus, face à tous ces crimes, beaucoup plus en hommes d'affaires qu'en humanisme. C'est grave, c'est très grave. Et vous,
jeunes femmes, jeunes gens, humanistes, vous choisissez ces moments difficiles pour non seulement nous réunir ici, mais aussi pour tracer ce que j'appelle des perspectives d'avenir. Il faut un avenir. De ce point de vue, je salue Mme Alterma, femme de combat, femme de conviction, qui s'est battue depuis très longtemps dans les mariages et dans beaucoup d'autres rencontres. Mme Alterma, honneur à vous. Merci. Ouais. On vous applaudit. Madame, la vie, c'est quoi? Ouais. C'est pas créer l'espérance. Vous avez compris? Les femmes, que n'ont pas fait les femmes pour porter sur leurs épaules ce monde difficile? Ah ouais. J'ai lancé le trophée Mireille Makeba de l'Union internationale des journalistes africains. Parce que Mireille Makeba, quand elle se battait, elle n'avait ni fusil ni quoi que ce soit. Elle n'avait que des convictions, beaucoup de convictions, que de la foi, beaucoup de foi. Et puis elle me dit, mes camarades, vous les journalistes, vous devez médiatiser ce que nous faisons. Je me bats contre l'apartheid sans armes, avec des chansons. Et je vais internationaliser les crimes commis par les spécialistes de l'apartheid. Elle l'a fait. Mais, mes chers amis, ce que vous ne savez pas, c'est qu'entre-temps, il y avait une femme qui s'appelait Lucie Septembre. Ouais. C'était elle aussi une femme de combat contre l'apartheid. Vous savez, quand on vous dit que ce monde-là doit être fait par des humanistes, croyez-le bien. Le 6 septembre, quand elle s'est rendue compte que les armes se vendaient par Paris, passaient par Paris, pour aller tuer des Africains, des Sud-Africains, parce que tout simplement, quelque part, les agents de l'apartheid étaient de connivence avec les agents israéliens à l'époque. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas antisémite. Je suis même pour l'humanisme universel. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens aujourd'hui, sans être antisémite, quelque part, il y a l'apartheid. Quelque part, je le dis bien, je ne suis pas antisémite, mais je pose la question. Mais en même temps, je désapprouve les excès de comportement mauvais des Iraniens. Je le dis ici haut et plus fort que jamais. Je combats aussi bien la manière dont on tue au Liban, dont on tue en Palestine, mais je combats aussi la manière dont les Iraniens sont en train de foutre la planète par terre avec des comportements en disant les bateaux ne doivent pas passer par ici, par là. Je le dis très haut et très fort. Tout ça, c'est de la bêtise. Le 6 septembre, femme de combat, femme de conviction, comme Alterma, elle dit, je vais demander aux Français d'arrêter de vendre les armes aux spécialistes de l'apartheid. Je viens à Paris. Et je dis, il faut arrêter ça. Vendre des armes aux tenants de l'apartheid, pratiquement, c'est être complice des graves crimes commis contre l'humanité. Elle vient, elle nous informe du 6 septembre. Elle dit, voilà, je vais affronter directement l'État français pour qu'on cesse de vendre des armes aux tenants de l'apartheid. Alors là,
mes chers amis, les agents de tous les bords, les agents israéliens, sud-africains, et j'en parle. Eh oui, c'est ça, être témoin de l'histoire. Ils ont voulu l'assassiner. Ils ont voulu l'assassiner le 6 septembre. Je rends une pensée pieuse, ici même, devant vous, à 6 septembre. Une pensée reconnaissante et fidèle à 6 septembre. On la menace, on veut la tuer. Alors nous, on la cachait, on l'a menée d'un hôtel à l'autre pour ne pas que les agents l'assassinent. Eh oui! Mais ils étaient tellement bien organisés, ces agents, à l'époque, ils ont fini par la tuer. Il y a même quelque part vers Saint-Germain-des-Prés, il doit y avoir, je ferai une place Du 6 septembre, oui. Donc, aujourd'hui, une fois de plus, je salue sa mémoire. Et je dis à des femmes comme Mireille Saki. Merci. Votre combat, Merci. c'est votre combat. Merci beaucoup. Nous allons nous battre jusqu'au bout, Mireille Saki. Ah ouais. Parce que tu représentes la jeunesse, Ouais. la vigueur, la féminité, tu la représentes. Merci beaucoup. J'en profite aussi, mes chers amis, pour saluer Grenelle. Madame Grenelle, femme de combat depuis longtemps. Eh oui! Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous, madame. Voilà. Eh oui! C'est une femme de combat. C'est une femme lumineuse. Ouais. On a mené les 400 coups ensemble et on continue à mener les 400. Oui. Je vais vous dire autre chose. C'est Kibakawa, Ah, ça. qui est un grand cinéaste, dont les parents ont quitté la Guinée-Conakry pour aller en Côte d'Ivoire. Elle est née en Côte d'Ivoire, Kibakawa, que je connais très bien. Ouais. Et je dis à Ouattara, il n'est pas normal que Sidiki Kaba, cinéaste reconnu, n'ait pas une maison à Loupogon ou à Train-Civil. Ouais. C'est pas normal. Mais Ouattara n'a rien contre Sidiki Kaba. C'est ce que dit Ouattara. Il dit, mais moi je n'ai rien contre lui. Et s'il veut rentrer, il rentre. Ou alors il passe par l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et on lui donne une maison. Où est le problème? Sidiki Kaba, tu retourneras en Côte d'Ivoire, la tête haute. Tu retourneras dans ton pays, la tête haute. Et tu auras la maison que tu mérites. Amen. Parce que tu es un grand cinéaste. Amen. Donc, Sidiki Kaba, vous connaissez déjà un grand cinéaste. Ça fait beaucoup pour l'art. Oui. C'est très important. Donc, Ouattara n'a rien contre toi. Tu rentreras la tête haute en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas Guillaume Soro. Amen. Mais Franchement. Franchement. donc, mesdames, messieurs, je salue aussi le Comorien. Je crois qu'il est de quel pays, lui, là? Le monsieur qui est assis là. Eh oui! Oscar. De l'île Maurice. Mais oui, mes chers amis. Il faut saluer tout le monde. L'île Maurice aussi, que vous connaissez très bien, est une belle île, jusqu'ici qui a été bien gouvernée. Il n'y a pas de coup d'État à l'île Maurice. Il n'y a pas de coup d'État. Ils gouvernent bien et ils font tout pour que l'unité nationale l'emporte sur toutes sortes de considérations. Je te salue, Mauricien. Madame, avec votre belle... la dame qui est assise là, Oui. avec une belle cravate. Madame, je peux vous assurer deux choses. Notre combat, je le dis ici encore plus haut, encore plus fort. Nous sommes
contre ce que j'appelle ceux qui font la chasse aux blancs. Vous direz que l'ancien camarade, le 3 juin 2026, ici à l'hôtel de ville, a dit qu'il est totalement contre ceux qui veulent déclencher la guerre contre les blancs. Je refuse de les suivre. Les blancs sont des hommes qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mandela l'avait compris. Il sort de prison, madame, il dit, mais tout ce qui a été fait, je l'oublie. Ce que je veux, c'est de travailler la main dans la main, même avec ceux qui ont été mes bourreaux. Bien sûr. Le sentiment anti-français, vous direz que l'ancien camarade, le combat et le combat sera toujours, toujours. Je refuse de suivre ceux qui veulent, coûte que coûte, madame, essayer de marginaliser les Blancs. Les Blancs, votre place, c'est sur la terre. Votre place, c'est à Paris. Vous êtes ici, chez vous, et on vous doit respect et naturellement amitié. C'est capital, madame. Dites à tous les temps que nous sommes contre ceux qui luttent contre les Français ou contre qui que ce soit. Par contre, rien ne nous empêche de nous mettre tous ensemble. Les compétences, les idées, les projets. C'est ça qu'il faut mettre ensemble. C'est aussi simple que cela. Et puis, j'adresse une pensée particulière à Madame Hidalgo. Oui, ça va que je suis plan que même avec l'arrivée, non, je vous l'ai dit, parce que je suis libre. Madame Hidalgo, je suis content qu'il y ait un nouveau maire et qu'il nous ait eu l'âge. Ah oui, vous voulez que j'arrête? Bah oui. Non, je vais arrêter. Alors, notre illustre président fera la conclusion. D'accord, là, je vais arrêter. Merci beaucoup. Merci, Président Lansini Camara. Et donc, nous passons la parole à M. Simon Telga qui va nous parler de lobbying stratégique. Pourquoi une seconde? Vous pouvez vous mettre sur le petit 7 minutes. Merci. D'abord, je vous salue tous. C'est une bonne soirée. Merci, monsieur. Ce jour est particulier, mais je pense que la personne qui est liée à ma phrase ne le sait pas maintenant. Quand je me tourne, je vois Conseil des mariages de la République et d'Europe. J'en suis un récipiendaire. Je suis l'un de ceux qui ont reçu les toutes premières distinctions. Et je tiens à remercier Princesse Alternance. Je ne m'y attendais pas. Ça me rappelle de très très bons souvenirs de notre combat culturel et politique sur la place Paris. Et c'était dans les années 2010, quand on préparait le cinquantenaire, quand on avait un volume d'activité de la diaspora qui était assez énorme, assez intéressant. Je tiens également à remercier Dr Jos Otto, qui a l'art de mettre en valeur les gens cachés. Je pense que tu mérites vraiment des applaudissements. Ça, c'est assez particulier à dire. Alors, je ne vais pas, moi, parler de Hidalgo, mais je constate que si nous avons la possibilité face à elle, et je pense que tu as eu raison, mon cher Ranciné, que je n'oublie pas dans mes remerciements de dire qu'être aux côtés d'un homme comme Ranciné nous apprend tous les jours. Ah oui. J'ai donc l'honneur d'avoir comme ami Ranciné Camara, que je vous demande également. Alors, on va passer au sujet. J'ai 7 minutes.
Dr. Jones me fait tellement confiance. Quelques Ce bonnes sujet me l'a donné, je crois, il y a quelques heures. Mais ne vous inquiétez pas, tel que vous avez présenté ma personne, j'ai un parcours qui me permet d'analyser et de parler de beaucoup de choses avec des mots justes. Alors, quand on parle de lobbying, le mot lobbying, c'est un mot qui suppose les rencontres, qui suppose l'anticipation. C'est surtout, quand on parle de stratégie, ça veut dire qu'on fait tout pour ne pas être surpris. Et c'est un mot, c'est un terme, c'est une expression qui est extrêmement importante pour les entrepreneurs que vous êtes. Et je pense qu'ici, on nous a parlé de causus de femmes afro-européens. C'est vraiment nécessaire que dans votre déploiement, vous ayez toujours une stratégie. Et la stratégie ne suffit pas. Il faut des rencontres. Voilà pourquoi il y a lobbying stratégique. Alors, ce que je pourrais dire également, je pense que ça peut être l'objet d'une conférence, que j'aurai le temps de bien articuler du même le blé, c'est que les acteurs de la diversité que nous sommes, nous avons eu des expériences différentes, mais convergentes. Parce que les difficultés que nous avons rencontrées quand on était en activité réelle, ces difficultés restent les mêmes aujourd'hui. Ce qui suppose donc que pour réussir, il faut apprendre de ceux qui ont réussi. Donc, au modèle que vous allez rencontrer, à travers notamment Dr. Jones, qui n'est pas une conférence prête, et qui peut vous parler de leur propre expérience. Car c'est comme ça qu'on se prépare, et c'est comme ça qu'on prépare effectivement la rencontre avec les autres, qui peut vous faire grandir dans vos activités. L'entreprise a ceci de particulier, c'est que elle naît de quelqu'un, mais elle appartient à beaucoup de monde. Et il faut compter sur tout le monde qui est dans l'entreprise pour réussir. Et donc, ce qui fait que la stratégie, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'entame de mon propos, est essentielle pour avancer. Je dirais également que dans l'espace de l'activité entrepreneuriale, il y a des conditions, et ces conditions sont notamment des conditions morales. Vous ne pouvez pas réussir sans éthique. C'est-à-dire que si vous avez un projet, il faut que ce projet, vous l'élaborez en pensant à être dans les normes et à respecter les règles qui sont prévues. Parce que sans règles, rien ne va. La société ne fonctionne pas sans règles. Ceux qui commettent des fautes, souvent ne se retrouvent pas dans la société parce qu'ils n'ont pas compris comment elle fonctionne et ces personnes-là peuvent déranger l'équilibre de cette société. Donc, il y a donc beaucoup de choses qui vont se dire, bien évidemment, Dr. Jones, quand nous allons préparer une conférence sur le lobbying devant les entrepreneurs. Et là, je pense que je peux m'arrêter là en vous disant merci. Bravo.